Yambo naroebisa électeur nanga que naza toujours na bango nayebisaki bango que ngai naozala député à vie esengeli tozala biso nyonso nsima mokonzi ya mboka pour que toi accompagner na mandat na yeba na ko réussir et tosengi pe na ba politicien nyonso ya Congo ba yeba na ko tia kimia biso voir les desiderata des électeurs aussi le porter au niveau de l'Assemblée pour que leurs problèmes soient un tant soit peu résolus. Très chers internautes, vous nous suivez de partout dans le monde. Vous êtes sur Congo Sarepta TV. À la présentation, c'est M. Berry Mukokila. Nous avons cherché à vous retrouver partout où vous êtes, vous, surtout le diaspora. Et nous allons commencer cette émission sans pour autant remercier l'Éternel, notre Dieu, et deux personnes. Si vous avez aimé, si vous allez aimer comprendre cette émission, c'est grâce à la personne qu'on appelle Jimmy Sita et Chris Ambunga. Alors, nous avons fouillé un monsieur qui s'appelle Maître Francis Chibalabala Mukunai, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, député provincial, le meilleur élu de Massina, vice-président de l'Assemblée provinciale. C'est parti, il est sur notre plateau, il nous a fait un réel plaisir et c'est pour vous divertir. Vous avez posé tant de questions qu'aujourd'hui, en tant que votre porte-parole, je vais devoir poser à la personne de M. Francis Chibalabala. Bonjour M. Francis Chibalabala. Bonjour monsieur le journaliste. Vous allez bien? Très bien. Ok, c'est parti déjà avec ma première question. C'est le Premier ministre refuse les nominations de magistrats. C'est anticonstitutionnel. Que pensez-vous? Bon, je ne l'ai pas suivi dire que c'est... Parce que j'ai lu son communiqué. Il n'a pas dit que c'est anticonstitutionnel. Mais seulement pour lui, il a estimé que il avait limité justement l'intérim qu'il avait donné au vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur, et le limite ainsi que la portée de cet intérim n'allait pas jusqu'à contresigner les ordonnances du président de la République nommant le magistrat ainsi que le militaire. Déjà, il y a les communiqués en lui-même porte de germes des contradictions, aussi beaucoup trop d'hérésie dans la mesure où l'intérim au sein du gouvernement est de droit. Et de droit pourquoi? Parce que c'est prévu dans l'article, à l'article 90 de notre Constitution, mais aussi à l'article 16 de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement, les modalités de collaboration entre les présidents de la République et les gouvernements, ainsi que les membres du gouvernement. Donc, en son article 16, donc cela est prévu, donc c'est vraiment de droit. Donc, le Premier ministre n'a même pas laissé une quelconque lettre. Parce que si aucun texte n'organisait l'intérim, on pourrait encore accepter qu'il y ait une lettre désignant tel ou tel ministre a assumé son intérim pendant son absence. Donc, les contre-seins du vice-premier ministre a été apposé dans les ordonnances conformément à la Constitution, vous comprenez, et conformément au texte que je viens de citer dans l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement, etc. Donc, à ce jour, ces ordonnances sont déjà en train d'être exécutées. On a suivi tout récemment, je crois que c'était hier, que le premier président pour la Cour de cassation a même procédé à la remise et reprise au sein de la magistrature, comme au sein de FARDC. Il y a déjà des remises et reprises qui sont effectuées. Donc, les ordonnances sont en train d'être exécutées et elles sont exécutées parce qu'elles ont été prises non seulement par l'autorité qui avait compétence. L'opinion doit retenir que les présidents de la République statuent par voie d'ordonnance.
ce n'est pas le Premier ministre. En réalité, les ordonnances ou l'ordonnance, c'est l'acte qui est pris par les présidents de la République. C'est du ressort du seul président de la République. Mais les contreseins par rapport à certaines nominations, c'est aussi constitutionnel, mais cela ne donne pas le caractère légal à l'ordonnance prise par les présidents de la République. Les contreseins, en principe, viennent juste authentifier la signature de l'autorité qui a pris l'acte. Dans les cas sous examen, il s'agit bien entendu de l'ordonnance présidentielle. Et les premiers ministres le gouvernement étant responsable devant le Parlement, c'est aussi une manière pour celui-ci, donc le Premier ministre, d'endosser l'acte, d'emporter la responsabilité. Une fois demain devant le Parlement, il pourra s'expliquer, justifier justement la portée de l'acte et le fond de l'acte. Donc, en rien du tout, des ordonnances ont été prises en violation de la Constitution. Ok. Il paraît le grand marché Zando est vendu par les Libanais. Vrai ou faux? Argumentez. Non, le grand marché n'est pas vendu. C'était en 2005 avant que nous soyons, parce que nous c'est la deuxième législature. À l'époque du gouverneur Kimbunda. Ces derniers avaient signé un partenariat avec M. Hassan pour 20 ans. Et il exploite le marché depuis 2005. En principe, le contrat arrive à échéance en 2025. Mais nous avons constaté, nous, cette législature, ainsi que l'exécutif actuel, avons constaté que les termes du contrat qui avait mis aux prises M. Hassan et la ville de Kinshasa ne sont pas respectés par M. Hassan. Déjà, il était prévu la construction de maisons, de magasins pavillonnaires. Ce n'est pas ce que nous avons constaté. Et il était interdit aussi de construire sur les canalisations d'eau. Curieusement, c'est ce que nous avons constaté, ce qui est d'ailleurs à la base de tout ce que nous vivons, des inondations, etc., quand il pleut, etc. Donc, c'est pour dire qu'il y a quand même, le contrat n'est pas respecté au pied de la lettre, et l'exécutif actuel voulait déjà rompre directement, mais nous, en tant qu'Assemblée, parce que nous ne pouvons pas cautionner la violation d'un contrat qui liait le parti. Il est certes vrai que c'est un accord de volonté, ça lie les partis. Nous qui sommes de la ville, nous devons honorer notre part du contrat et respecter le contrat tel qu'il a été signé. Mais les contrats prévoient une incise, c'est-à-dire un préavis de 6 mois avant de les résilier. Voilà pourquoi l'Assemblée provinciale avait non seulement diligenté une enquête, et une commission d'enquête qui était descendue sur les lieux pour s'enquérir de la stricte vérité des choses, mais aussi a fait des recommandations à l'exécutif pour que ces derniers puissent observer quand même ces préavis-là qui est prévu dans ces contrats. Mais nous avons aussi proposé une tripartite, Assemblée provinciale, Hôtel des villes, donc l'exécutif provincial et la partie Hassan, pour qu'ensemble nous puissions organiser un atterrissage en douceur. Déjà les tensions, les nerfs, etc. D'ailleurs, je vous rappelle que cette histoire a causé mort d'homme. Nous ne voulons pas que les choses s'empirent encore. Surtout que déjà, perdre une vie humaine, c'est vraiment sacré. La vie humaine est sacrée pour nous. On ne peut pas accepter pour des choses aussi qui concernent les contrats entre individus, entre partis, que cela puisse engendrer ou générer des pertes en vie humaine. Donc voilà pourquoi on a suggéré cela. Je crois dans les jours qui viennent, cette commission tripartite sera mise sur pied pour essayer de voir comment procéder, non seulement examiner de fond en comble les attendus qui sont dans les contrats, mais aussi voir dans la mesure du possible comment résilier, parce que nous estimons que non seulement la ville est perdante par rapport à ces contrats, mais aussi il n'est pas respecté tel qu'il a été signé. Ok, bien. Mais pourquoi ne pas interpeller les gouverneurs de la ville de Kinshasa, M. Gentini Ngobila, pour vous donner des explications claires et nettes à propos de la gestion du marché?
Non, mais nous allons interpeller le gouverneur. Pourquoi? Parce que nous, déjà au niveau de l'Assemblée, nous avons mis sur pied une commission qui était descendue, une commission parlementaire, qui nous a fait le rapport, lequel rapport a été adopté en plénière, et ça a donné lieu justement aux résolutions que nous avons envoyées à l'exécutif provincial. Donc déjà, nous avons toute l'information en tant que première institution de la ville. On n'avait pas besoin d'interpeller, parce que déjà la commission qui était descendue sur les lieux avait entendu et les représentants de l'hôtel des villes et les représentants, d'ailleurs M. Hassan lui-même avait été entendu. Donc toutes les parties prenantes à ces contrats avaient été entendues. Donc nous avions tous les éléments en notre possession. Nous avons estimé inopportun de convoquer justement le gouverneur pour qu'il soit entendu quant à ces. Donc nous connaissons déjà le dossier, et voilà pourquoi nous avons fait des recommandations à la ville, à l'exécutif provincial bien entendu. Aussi nous avons proposé qu'il y ait une commission tripartite qui va statuer sur le dossier pour un atterrissage en douceur, qu'il n'y ait pas de perdants, qu'il n'y ait pas non plus de gagnants. Ok, pour un atterrissage en douceur. Affaire Ronsard Malonda. Pourquoi presque tout cache et la Mouka refuse qu'il soit à la tête de la CENI? Bon, en principe, au niveau du cash, le débat ne tourne pas autour des individus. Ne tourne pas autour des individus parce que Malonda, en principe, nous, cash, nous n'avons pas de grief contre lui. Mais nous sommes contre la procédure qui a suggéré à sa désignation et à son entérinement au niveau de l'Assemblée nationale. Lorsque vous lisez la loi qui régit la CENI, les membres du bureau doivent tous être investis au même moment. Donc, on ne peut pas accepter qu'on investisse d'abord, ou qu'on entérine d'abord, ou qu'on désigne d'abord les présidents, et d'autres membres vont suivre. Ça serait violer la loi. Au-delà de ça, les confessions religieuses qui auraient voté pour lui, certaines se sont dédiées en disant qu'il n'était pas leur candidat. Déjà, nous estimons qu'il y a fraude. En vertu du principe, la fraude corrompt tout, nous estimons que, étant donné que les prémices sont mauvaises, nous sommes convaincus que les conclusions en seront aussi. Vous savez, les élections, c'est un rendez-vous avec la population, avec les électeurs. C'est pendant cette période que la population décide de son sort, décide de ce que seront les dirigeants futurs. On ne peut pas les organiser sans qu'il y ait de bases saines qui sont jetées, parce qu'on risque à la publication des résultats connaître des contestations. Et ça serait retomber sur les travers du passé. Notre pays, depuis l'indépendance, connaît une situation de crise de légitimité. Les dirigeants qui sont en place n'ont pas toutes été adoubés par la population, acceptés par notre population. Il y a toujours des contestations qui viennent. Et le président Félix avait pris l'engagement de nous donner en 2023 des élections dignes, crédibles, transparentes. Donc les résultats qui seront publiés par les présidents qui seront en place de la CENI doivent refléter la stricte vérité des choses. Donc ça doit être justement les véritables résultats sortis des urnes. Voilà pourquoi il faudrait qu'il y ait pas de contestation de part sur ceux qui vont présider à la destinée de la CENI. Parce que déjà, si on fait les passages en force et qu'on accepte Malonda, déjà, nous-mêmes, nous avons préparé les lits de la contestation. Donc demain, n'importe quel candidat que ce dernier publiera, celui-là ne sera pas accepté par la population, par une frange de la population. Ce qui n'est pas bon, parce que ça va créer encore des tensions, il y aura des soulèvements, etc. Les pouvoirs, le président en place aura du mal à travailler convenablement parce que certains ne vont pas reconnaître son élection, ne lui reconnaîtront pas cette qualité
de président de la République, etc., ce qui n'est pas bon. Voilà pourquoi il faudrait que les choses soient bien faites pour nous éviter des contestations dans l'avenir. Donc, nous ne sommes pas contre l'individu. Si, par exemple, on recommençait la procédure et que, après vote des confessions religieuses, c'est le même monsieur qui est élu, nous allons applaudir, parce que là, ça sera fait. Même les présidents n'avaient pas dit qu'ils ne voulaient pas de Malonda. Il avait tout simplement demandé aux confessions religieuses d'aplanir leurs différends, mais aussi de respecter la procédure qui va suggérer à la désignation du président de la CENI. Donc voilà en fait notre souci. Et aussi, vous savez, des choses telles qu'elles ont été faites ont éveillé quand même les soupçons. Nous qui sommes du cash, comme ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui, estiment que le FCC était à la manœuvre et que c'est un candidat du FCC, même si le FCC n'a pas participé au vote, mais le fait qu'il soit porté par le FCC, soutenu par le FCC, en tout cas a éveillé des soupçons, et là les gens deviennent soupçonneux. Ils estiment qu'il ne sera pas réellement l'église au milieu du village en tant que président de la CENI. Donc voilà la position du CAS. Donc nous voulons tout simplement que la procédure soit respectée. Et nous, UDPS, on s'est battu pendant plus de 37 ans pour le respect des textes. Donc nous ne pouvons pas accepter qu'on puisse bypasser les textes, organiser un passage en force pour des intérêts catégoriels d'une famille politique. Donc nous sommes en train de travailler pour les Congolais. Il faudrait que les Congolais se retrouvent au travers les actions que nous nous posons et non les intérêts partisans de certains politiques pour s'assurer d'une future majorité parlementaire ou pour s'assurer de se faire proclamer élus alors qu'en réalité certains n'auront pas gagné les élections. Ok, très cher vice-président, il y a une question qui me vient en tête partant de Ronsard Malonda. Il n'est pas descendu du ciel. En ce que je sache, il a été voté. Il y a 3 sortes de votes. Il y a les élections par bulletin de vote, et il y a les élections par main levée, et puis il y a les élections par ovation. Donc lui, il a été voté par bulletin de vote. 6 sur 8. Donc il a été vraiment élu. Alors, mais pourquoi ne voulait pas de lui? Non, mais c'est ce que j'ai dit tout au long de mon propos, que certaines confessions religieuses qui, selon le rapport, selon les PV, auraient voté pour lui, se sont dédits. C'est-à-dire, ils ont refusé de reconnaître cela. Ils ont dit que ceux qui les représentaient n'avaient pas mandat pour ça. Donc, elles n'avaient pas porté Ronsard comme étant leur candidat à la présidence de la CENI. Donc, je parle de confessions religieuses qui s'étaient... Je fais allusion à l'église catholique et je crois l'église... Non, et kimbanguiste, excusez-moi, qui avait voté parce que catholique n'avait pas voté. L'église kimbanguiste, il y a, je crois, aussi les musulmans aussi qui avaient estimé qu'ils n'étaient pas leurs candidats. Bon, voilà déjà, c'est là que ça nous pousse à dire qu'il y a eu fraude. Donc, étant donné qu'il y a eu fraude, et la fraude corrompt tout, on doit recommencer la procédure. On doit annuler ce qui a été fait parce qu'elle n'a pas été fait, ou cette élection n'a pas été faite conformément au texte, et puis les PV ne reflètent pas la vérité de ce qui s'était passé réellement. Donc voilà, donc nous ne sommes pas contre son élection, mais nous sommes plus contre la procédure qui avait conduit à son élection. Voilà. Mais très cher vice-président, vous dites qu'il est du FCC, c'est vrai? Non, moi je n'ai pas dit qu'il est du FCC. Les présidents, selon la loi, sont désignés par les confessions religieuses. La société civile, les confessions religieuses, ce n'est pas le FCC. Donc, mais seulement, étant donné que le FCC soutenait aussi sa candidature à demi-mot, c'est là que nous avons estimé qu'il y a anguille sous roche et qu'on ne peut pas accepter d'aller avec un candidat
qui a déjà un penchant. Parce que si demain, c'est lui qui servira d'arbitre pour de partager les candidats, etc., si déjà il a un penchant, il a un camp que lui devra manœuvrer au profit, donc à leur profit, excusez-moi, donc déjà, ça serait un mauvais départ, ça va engendrer des conflits, des contestations, des soulèvements, etc. Donc nous voulons tout simplement que les choses soient bien faites pour rassurer les uns les autres et aussi notre population, parce que vous savez, il est certes vrai que le vote c'est un devoir civique, mais le fait pour vous de laisser votre maison aller parfois sous la pluie pour aller voter, ça veut dire vous voulez que les choses changent, soit vous voulez maintenir les statu quo. Mais lorsque vous arrivez dans les urnes, vous votez pour votre candidat et c'est lui qui a recueilli plus de suffrages par rapport aux autres, selon les différents procès-verbaux qui sont affichés, mais au finish, on proclame un autre candidat. Vous voyez, ça vous met dans une rage folle, ce qui n'est pas important parce que nous voulons vraiment des élections apaisées. Nous voulons que les prochains résultats qui sortiront des urnes nous soient réellement publiés pour que, au moins, cette fois-là, qu'on puisse dire que le président Félix a tenu sa parole, pour que cette fois-là qu'on puisse dire nous avons eu quand même droit aux bonnes élections qui ont porté tel ou tel autre candidat à la magistrature suprême et différents candidats, différentes personnes au niveau de députation provinciale et nationale, etc. Ok, par rapport à la marche pacifique, soi-disant telle que la Constitution nous l'a dit, pourquoi il y a eu des casses dans différents partis politiques? Qu'est-ce que vous avez à reprocher, cher vice-président? Bon, nous reprochons les actes de vandalisme. Vous savez, les pillages des 91 nous a mis dans cette situation. Casser les biens des individus, les biens privés, moi en tant que leader, je désapprouve cela. Il y a la marche, c'est une expression démocratique. C'est prévu dans notre constitution. Les gens sont libres d'exprimer leur désapprobation par rapport à la politique de ceux qui nous gèrent, par rapport à une décision qui est prise, par exemple. Mais cela ne peut pas conduire aux casses. Cela ne peut pas conduire à la prise à partie, des agressions physiques. Pour ça, en tout cas, moi, je m'inscris en faux, je me positionne contre. Mais vous savez, dans la masse, il y a toujours des brebis galeuses qui peuvent sortir justement de votre vision et commettre de tels actes. Mais je crois que ce sont des choses qu'on doit condamner pour que dans l'avenir, lorsqu'il y aura d'autres manifestations, que l'on ne puisse pas enregistrer de casse. Voilà. Donc aussi, il faut éviter des provocations. Parce que vous savez, lorsque les caches avaient organisé sa marche, on a vu dans certains coins des rues, certains militants du PPRD, etc., en train de provoquer, ce qui n'est pas bon. Donc, lorsque vous avez reçu l'autorisation de manifester, de marcher, faites votre marche, laissez ceux qui ont bénéficié de cette autorisation, de manifester pacifiquement et non aller là-bas pour commencer à les provoquer, etc. Quand vous allez vous rentrer dedans, il y aura mort d'homme et la police viendra s'interposer. Parfois, elle risque de tirer à balles réelles, etc. Et ça va encore occasionner des morts, ce qui n'est pas bon. Donc nous sommes une jeune démocratie, nous devons consolider ces acquis et c'est de cette manière-là que nous allons connaître notre essor et non s'adonner aux actes de vandalisme et tout, ce n'est pas intéressant. Bien, chers internautes, nous devons connaître notre sort. Nous pouvons dire, il y a depuis février 2019, très cher vice-président, il sévit une maladie qu'on appelle Covid-19. Que faire pour respecter le geste barrière à Kinshasa, dont vous êtes le vice-président de l'Assemblée provinciale? Bon, tous nous avons suivi les discours du président de la République.
il a levé l'état d'urgence. La levée de l'état d'urgence ne signifie pas la fin de la pandémie. La maladie existe. Il y a des contaminations qui sont diagnostiquées tout le jour. Il y a des gens qui meurent de cette maladie. Le port de masques doivent être obligatoire. Les ports doivent être obligatoires. Il faudrait que chaque citoyen, sans qu'il y ait la police derrière lui, puisse considérer que la maladie existe et placer les cache-nez partout où il se trouve. C'est de cette manière-là que nous allons stopper justement la propension de cette maladie. Au-delà de ça aussi, il faut respecter la distanciation physique. Il ne faut pas être trop en contact avec tout le monde parce que vous pouvez être porteur de la maladie et la contaminer à d'autres personnes sans que vous-même vous sachiez que vous avez été contaminé. Donc il faut respecter la distanciation physique, mais aussi il faut se laver les mains avec les savons à tout moment, etc. Et ceux qui ont des désinfectants, ils doivent les appliquer chaque fois qu'ils sont dans des endroits publics, chaque fois qu'ils sont en contact avec de gens, etc., ça vous permet quand même de vous mettre à l'abri de cette maladie. Donc la maladie existe et certains pensent que c'était une escroquerie, mais je crois que cela était dû aussi à cette désorientation de notre population par certains politiques en quête des positionnements qui ont voulu qui ont voulu faire croire à la population qu'il s'agissait d'une escroquerie, la maladie n'existe pas. Mais maintenant, ils se sont rendus compte que la maladie est une réalité et qu'il faudrait vraiment en prendre des dispositions pour éviter d'en être contaminé aussi, décontaminer plus de gens. Et là, ça sera vraiment très, très difficile pour... déjà, nous n'avons pas assez d'infrastructures pour accueillir les plus grands nombres si jamais il y a des contaminations. Mais aussi, lorsque la maladie atteint sa maturation, il y a les malades et parfois sous respirateur, on n'en a pas assez. Donc déjà, s'il y a beaucoup de contaminés, ça sera encore catastrophique pour nous parce que déjà les conditions d'accueil, etc., même les respirateurs sont vraiment à compter, ce qui va nous mettre vraiment en difficulté. Donc nous devons respecter des gestes barrières, faire respecter les recommandations qui sont contenues dans l'adresse du président à la nation, et je crois que ce sera l'unique solution. En attendant qu'on trouve le vaccin, en attendant qu'on trouve les traitements appropriés pour cette maladie. Ok, nous devons respecter le geste barrière. C'est individuellement pour l'avancement de notre très cher beau pays, la République démocratique du Congo. Nous pouvons dire tout haut ce que les autres disent tout bas. Le gouvernement provincial a un rôle de gérer tout geste et fait de ministres provinciaux. Est-ce que jusqu'à pendant que votre mandat, est-ce qu'il y a eu des interpellations de ministres provinciaux, oui ou non? Argumentez. Des interpellations où? Chez vous, vous en tant que... Oui, à l'Assemblée provinciale. Ah, ok. Bon, nous en tant qu'Assemblée, nous avons le rôle de contrôler l'exécutif et les services publics provinciaux de la ville de Kinshasa, parce que nous sommes Assemblée provinciale. Et il vous souviendra que nous avons déjà eu à interpeller un ministre de Finances en fonction, bien qu'il appartenait à l'exécutif sortant, l'exécutif dirigé par le gouverneur Kimbuta. Il a été interpellé et nous avons décidé de le traduire en justice et il est aujourd'hui condamné, en train de purger sa peine. Au-delà de ça, nous avons interpellé les responsables des services publics de la ville, les DG des FONAC, DG de la DGRK aussi d'ailleurs,
l'Assemblée avait décidé, avait fait une recommandation au gouverneur de les révoquer parce que nous avons estimé que sa gestion n'était pas efficiente, etc. Donc, nous sommes en train de faire notre travail. À ce jour, nous pouvons conclure que le bilan, il est positif, mais l'interpellation ne se fait pas avec beaucoup de légèreté, avec une légèreté déconcertante. Il faut réunir des éléments lorsque vous estimez qu'il y a des accusations qui pèsent contre un gestionnaire de la ville, les gouverneurs ou les ministres, etc. Il faut réunir tous les éléments vous permettant de les interpeller et de soutenir justement soit votre interpellation, etc. Donc si vous n'avez pas réuni tous ces éléments, vous ne pouvez pas le faire au risque de se faire ridiculiser, parce que c'est vous qui constituez l'accusation pratiquement. Et la personne qui vient se défendre doit se rendre compte que vous avez tous les éléments l'incriminant. Donc si vous n'avez pas réuni ces éléments, vous ne pouvez pas, seulement pour plaire à l'opinion, pour plaire à vos électeurs, commencer à convoquer, etc., sans que vous ayez réuni suffisamment d'éléments à charge de personnes que vous allez interpeller. Donc notre bilan est largement positif, mais nous sommes en train de travailler, nous n'avons pas baissé garde, nous sommes toujours sur le front en train de travailler. Nous sommes déjà en vacances parlementaires et chaque député est dans sa base électorale en train de recueillir leurs désidérateurs, aussi de faire la restitution d'une semaine de session que nous avons eue à la suite justement de l'état d'urgence, parce qu'on n'avait pas ouvert notre session au mois de mars tel que prévu dans la loi. On a juste travaillé pendant une semaine. Donc nous sommes vraiment en train de faire notre travail, et je crois que l'opinion, tant nationale ou tant provinciale que nationale, retient quand même une bonne impression de nous, Assemblée provinciale de Kinshasa, et nous allons aussi continuer sur cet élan pour davantage préserver les intérêts des Kinois. Parce que l'exécutif est là pour travailler pour l'intérêt des Kinois, et nous sommes là en tant que digue, en tant que rempart, pour veiller à ce que leurs intérêts soient sauvegardés. Très chers internautes, surtout vous qui êtes dans d'autres cieux, le bilan est largement positif par rapport aux interpellations. Très cher vice-président, en tant que député provincial, avez-vous eu le temps, depuis que vous êtes élu comme meilleur député de Massina par bulletin de vote, est-ce que vous êtes rentré pour dire merci à vos électeurs? Si oui, qu'est-ce que vous envisagez de faire pendant votre campagne électorale prochaine pour eux? Bon, je l'ai fait parce que quand j'ai été élu, je crois, après 2 mois, j'avais organisé une activité dans une salle de la place, donc à Massina, et ont été conviés mes électeurs. À l'occasion, je leur avais présenté mes remerciements par rapport à leur vote qu'ils avaient fait à mon égard. Aussi, je leur avais fait quelques promesses par rapport à mon action de parlementaire, parce que l'opinion doit savoir que les députés, c'est pas lui qui construit de routes, c'est pas lui qui dessert en eau, en électricité sa circonscription électorale. Ce n'est pas lui qui fait en sorte que l'insécurité soit éradiquée. Ce n'est pas, c'est-à-dire, ça c'est du ressort de l'exécutif. Maintenant, en tant que député, nous avons la mission de représenter nos électeurs, de contrôler l'exécutif, aussi de voter des édits. Bon, par rapport à ces missions, je suis en train de le faire convenablement. Les contrôles, c'est fait convenablement parce que nous sommes en train de veiller aux faits et gestes de l'exécutif. S'agissant de leur représentation, je suis en train de les représenter valablement parce que il vous souviendra lors du vote de l'édit budgétaire passé, j'avais pu faire inscrire certains besoins de mes électeurs, notamment l'avenue Matankumu qui doit être réhabilitée. Nous avons l'école ISCOM qui doit être réhabilitée aussi. Nous avons plaidé pour que les transports ferroviaires
soit opérationnel parce que les trains ne fonctionnent plus depuis un certain moment. Avec la densité qu'il y a en termes de population dans ma circonscription électorale, mes électeurs ont du mal à aller à temps en ville. Aussi, le nombre de bus, taxibus, etc. ne permettent pas de placer aussi rapidement mes électeurs. Or, les trains a la capacité, par exemple, une voiture a la capacité de contenir plus de 500 personnes, alors que 500 personnes, ça vous fait au moins 500 personnes, donc plus, ça vous fait pratiquement plus de 5 bus Transco, des gens confinés. Donc c'est pour dire que une seule voiture seulement peut contenir au-delà de 500 personnes, et si vous en avez 10, ça peut faciliter le transport de mes électeurs. Donc ce sont des choses que nous avons pu obtenir, d'en faire inscrire dans le budget de la ville, et nous sommes en train d'attendre voir que cela soit matérialisé par l'exécutif provincial. Bon, l'exécutif a connu aussi des problèmes parce que l'exécutif a totalisé une année, mais avec la pandémie, etc., déjà au niveau des caisses, il n'y avait rien, ils n'ont trouvé que de dettes. Donc, le temps que la ville puisse se refaire une santé financière, je crois que ces besoins de nos électeurs seront exécutés par la ville. Et nous sommes en train d'y veiller, bien entendu, parce que c'est pour ça que nous sommes là à l'Assemblée provinciale. Ok. Aujourd'hui, très cher vice-président de l'Assemblée provinciale, vous êtes député provincial, demain peut-être ministre ou soit député national. Quelle démarche faites-vous pour en arriver là? Pour devenir ministre? Oui. Non, mais moi je suis bien dans ma peau de député. Vous savez, chacun a ses préférences. Hein. Moi personnellement, j'ai un faible pour la défense des faibles, la défense des opprimés. Je suis avocat, c'est ce que j'ai fait pendant 10 ans de profession, plus de 10 ans de profession. Je disais la fonction parlementaire rime avec la fonction d'avocat, c'est-à-dire avec la profession d'avocat, voulais-je dire. Donc nous sommes là pour être le porte-voix de nos électeurs, le porte-voix de la population, les défenseurs des opprimés, des gens qui n'ont pas de voix à faire entendre. Donc voilà, je suis bien dans cette peau-là, plutôt que dans celle de ministre. Mais si le président de la République estime que, compte tenu de mes capacités, compte tenu de ma valeur ajoutée, je peux apporter une contribution au sein du gouvernement, je ne déclinerai pas l'offre, j'accepterai d'être ministre. Mais si on me demande moi d'opérer le choix, je préfère rester parlementaire pour défendre mes électeurs, continuer à garder cette proximité avec la population. C'est ce que j'aime. Je garde la proximité pour recevoir les desiderata de mes électeurs, aussi le porter au niveau de l'Assemblée pour que leurs problèmes soient un tant soit peu résolus. Ok, en tant qu'économiste de formation, nous pouvons signaler l'inflation, une hausse généralisée des prix sur le marché. Pouvez-vous commenter la dépréciation de la monnaie? Bon, c'est normal qu'il y ait flambé des prix des vivres et non-vivres, de certains autres produits. C'est dû au fait que déjà la pandémie a fait que les frontières sont fermées. Et la situation économique est globale, c'est dans tous les pays du monde que c'est là que la maladie a répercuté justement cette situation économique. Mais aussi, il faut savoir une chose, nous ne produisons pas, nous importons tout. Ce qui est à vertu du principe de la loi de l'offre et de la demande, je crois, ce qui fait que plus il y a des demandes, plus les prix prennent l'ascenseur. Donc ça se justifie quand même. Hein. Il faudrait dorénavant que nous puissions nous inspirer de cette situation
pour voir comment faire en sorte que nous puissions consommer local, nous puissions consommer congolais, au lieu tout le temps d'importer, que nous puissions consommer local et peut-être exporter aussi. Cela ferait que notre devise aura une certaine valeur, mais aussi il y aura stabilité du point de vue de la monnaie et tout. Donc c'est une situation qui est vraiment généralisée. Ce n'est pas seulement au Congo, contrairement à ce que certains pensent, qu'il n'y a qu'au Congo, il y a la situation et laisse à désirer. La situation économique, non, c'est dans tous les pays du monde. Et d'ailleurs, quand vous suivez en Afrique, par exemple, je parle de l'Angola, il y a même le taux, c'est-à-dire les 100 dollars américains s'échangeaient à 40 000, mais aujourd'hui c'est pratiquement le double. Donc c'est la même situation que nous connaissons ici, mais avec la réouverture des frontières, je crois il y aura une certaine stabilité et je crois aussi que le fait qu'on ait aussi touché à la réserve au niveau de la Banque centrale, pendant cette période, ça a quand même aussi bougé les lignes, mais cette situation sera réglée après la pandémie. Donc j'en suis convaincu. Ok. Très cher vice-président de l'Assemblée provinciale, nous ne pouvons pas s'en passer. Pourquoi le programme 100 jours du chef de l'État n'a pas été exécuté ou respecté à 80%? Non, les programmes 100 jours est en train d'être exécuté, mais seulement nous avons connu un problème parce que les temps qui étaient impartis n'ont pas été respectés et les problèmes étaient temporels, c'est-à-dire il y avait aussi un problème de moyens qui se posait, donc il y avait l'argent qui était décaissé, mais l'argent avait pris d'autres directions. Voilà pourquoi ça a constitué un frein à l'avancement des travaux. Mais depuis un certain moment, tous nous constatons que les travaux évoluent à une vitesse de croisière. Et je crois, bientôt là, on va exécuter à 100% les 100 jours du président de la République. Et ça sera pour le bonheur de la population. Donc il y a toujours des contraintes qui ne manquent pas. Lorsque vous établissez un projet, vous établissez un programme, il y a toujours des contraintes, des pesanteurs qui retardent un peu l'exécution, mais je crois qu'on a déjà eu à surmonter cela et les travaux évoluent à fond la caisse, comme on dit, et je crois que dans les jours qui viennent, déjà les ouvrages qui sont en train d'être terminés seront rendus à la population pour leurs usages. Les 100 jours du programme du président de la République, je cite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, c'est pour le bonheur de la population, a dit très cher vice-président Francis Tshibala Bala. Ok, votre point de vue par rapport aux tractations qui se passent entre FCC et CASH, si on peut dire la coalition. Non, mais le président l'a dit tout récemment, lors de son voyage au Congo-Brazzaville, il a dit que la coalition va continuer. Son souhait que nous puissions ensemble terminer les mandats, c'est-à-dire terminer dans la coalition le mandat. C'est son vœu le plus cher et il s'est toujours battu pour ça. Voilà pourquoi il s'est toujours positionné au-dessus de la mêlée, nonobstant le fait que lui-même fait parfois l'objet des attaques de ses partenaires, etc. Des attaques verbales comme de coups bas parfois qu'il reçoit lorsque certaines choses sont faites de manière clandestine. Vous comprenez? Donc il ne sort pas de ses gants, il garde son sang-froid. Pour lui, l'intérêt est de travailler pour la population. C'est ça l'objectif pour son mandat ici. C'est vraiment de travailler pour la population. Il n'a pas besoin de ces guéguerres qui, au lieu de faire avancer les choses, vont le faire reculer de plusieurs crans. Ce qui n'est pas intéressant. Donc nous sommes dans la coalition, nous demeurons dans la coalition. Des problèmes ne manqueront pas, ça c'est une évidence. Comme dans toute famille politique, de problèmes ne manquent pas, mais c'est en adulte qu'on doit trouver des solutions
pour éviter que cela perdure. En perdurant, c'est la population qui va en faire le frais. Donc nous invitons notamment nos partenaires du FCC, parce que vous êtes sans ignorer qu'ils ont, en électron libre, plusieurs fois pris des initiatives contre la position du cash, ce qui n'est pas bon dans une coalition, même avant de proposer d'avoir une initiative parlementaire, par exemple, une proposition de loi. Il faut que cela soit discuté au sein de la coalition, mais il y a des choses qui sont faites sans tenir compte du cash, ce qui n'est pas bon, et c'est ce qui est généralement à la base de problèmes que nous observons. Je crois qu'il suffit que chacun prenne conscience que les Congolais ont besoin que leurs problèmes trouvent solution. Ils n'ont pas besoin des escalades verbales auxquelles nous assistons. Ils n'ont pas besoin que nous puissions nous rentrer dedans. Ils n'ont pas besoin qu'il y ait des morts, etc. Donc les Congolais ont besoin que ces conditions ou leurs conditions sociales soient améliorées. Ils ont besoin que la guerre soit endiguée ou se termine à l'Est. Ils ont besoin d'évacuer librement leurs occupations. Ils ont besoin de la sécurité, vous comprenez? Ils ont besoin de l'eau, de l'électricité. Donc ils ont besoin que leurs conditions sociales s'améliorent. Ils n'ont pas besoin de tous ces spectacles désolants auxquels ils assistent actuellement. Donc prenons conscience de ces desiderata de notre population pour travailler rien que pour leurs intérêts. Ok. Très cher vice-président, par rapport à votre famille politique, quelles relations entretenez-vous avec vos camarades tels que M. Augustin Kabouya, M. Jean-Marc Kaboun, M. Peter Kazadi et M. Paul Chilumbu, soit disant qu'il y a des conflits particuliers dedans? Bon, comme je l'ai dit tantôt ici, moi personnellement, j'ai de très bonnes relations envers la hiérarchie du parti d'abord. Vous savez, nous sommes un parti politique structuré qui a des statuts et règlements intérieurs et qui a des organes dirigeants, vous comprenez. Et nous, en tant que membres du parti, nous nous devons d'avoir de la considération, du respect envers la hiérarchie du parti. Donc, de ce point de vue-là, je suis vraiment sans reproche, je me conforme à cela. J'ai beaucoup du respect et de l'estime pour le président AI du parti, le secrétaire général ainsi que l'exécutif du parti. Mais s'agissant de relations particulières avec certains cadres du parti, en tout cas j'ai de très bonnes relations avec et tous, donc j'ai vraiment de très bonnes relations. Il n'y a jamais eu de problème entre nous et je crois que c'est ce qui est important. Nous sommes un parti politique qui est aujourd'hui au pouvoir. Nous avons besoin de mutualiser justement nos intelligences, nos énergies pour l'avancement de notre pays, pour aider les chefs de l'État à réaliser sa vision, à matérialiser son programme qu'il avait présenté lors de la campagne, donc à concrétiser ses promesses de campagne en fait. Donc nous n'avons pas besoin de nous rentrer dedans, etc. Pour de questions qui peuvent se régler en responsable, vous comprenez. Donc moi je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Mes relations sont vraiment au beau fixe à l'égard de tout le monde du parti, de la base au sommet. Hier, il y a eu un grand discours de son Excellence, le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi, partant de la fin de l'état d'urgence et le déconfinement total. Quel est votre message à la population par rapport aux bars? Mais les églises restent confinées. Bon, vous savez, les gens ont peut-être fait une mauvaise interprétation du discours du président de la République. Les églises restent momentanément confinées, mais elles vont ouvrir leurs portes dans peu de temps. Vous comprenez, notre économie est en train de battre de l'aile. Comme vous savez,
l'état d'urgence, on avait tout fermé. Tous les commerces, etc., les restaurants, les banques, tout était fermé. Et ce qui a engendré la situation économique que nous connaissons aujourd'hui. Et notre économie est soutenue essentiellement par... c'est l'informel qui fait notre économie en réalité. Et pendant que ces activités-là sont fermées, nous ne pouvons pas décoller. Nous savons aujourd'hui que ces paisibles citoyens qui se débrouillent, des tenanciers de bars, des restaurants, etc., ils ont fait le frais de cette pandémie. Comment faire pour les aider à redémarrer leurs activités? Déjà, ils sont en difficulté. Vous comprenez? C'est comme ça que, pour sauver notre économie, le président a d'abord ordonné la rouverture de ces activités commerciales. Il ne faut pas voir bar comme lieu de jouissance. Mais il faut plus voir cela dans un aspect plus économique, que ces activités doivent redémarrer pour que ces familles-là, qui dépendent, qui vivent aux recettes que ces bars génèrent, puissent aussi vivre. Parce que pendant tous ces temps ici, nous ne savons pas comment ils sont en train de vivre. Ce sont des familles, ce sont des responsables, parce qu'ils ont engagé des gens qui sont dans le chômage forcé, des gens qui n'arrivent plus à nouer les deux bouts parce qu'ils ne sont plus en activité. Donc il faut plus voir sous cet angle-là, plutôt que de faire une comparaison qui n'a pas lieu d'être, de comparer les églises, parce que là on prie les seigneurs, et les bars, un lieu de jouissance tout simplement, où on ne fait jamais la promotion du Seigneur. Donc il ne faut pas voir les choses sous cet aspect-là. Donc voilà ce qui a animé le président à laisser l'ouverture de ces activités commerciales qui sont importantes non pour la nation mais aussi pour ceux qui les tiennent, ces activités. Donc les églises vont reprendre. Déjà, nous sommes chrétiens, on n'est pris pas seulement à l'église, nous organisons parfois des prières au niveau de nos familles, nous prions tous les jours dans nos maisons. Donc ceux qui sont réellement chrétiens le font. Ils n'ont pas forcément besoin qu'on puisse ouvrir les églises pour commencer à prier. Ils ne vont pas nous dire qu'ils avaient marqué aussi une pause pour la prière parce que nous sommes en état d'urgence. Donc il ne faut pas essayer de créer une polémique inutile, une polémique qui va nous diviser inutilement et coller des étiquettes aux gens comme si ce sont des satanistes, parce qu'ils n'ont pas ouvert des églises, etc. Donc voilà ma réponse à votre question. Très chers internautes, vous êtes sur Congo Sarepta TV. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, nous sommes presque à la fin de notre émission. Écrivez-nous, critiquez-nous sur le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Appelez-nous. Toyamba Kibongo, c'est une émission bilingue. Toyamba Kibongo, vice-président et à Assemblée provinciale de Kinshasa. Monsieur Francis Chibalabala Mukunai, le meilleur élu des députés provinciaux de Massina. Tu es à Salagini pour la meilleure élu. La question est te poser yango. So monsieur Cezali numéro monsieur Sezonga nil part ailleurs kaka na Congo Sarepta TV to chité bongo yango to tikelier maloba. O eza portrait caché. Il y a vice-président pendant 5 minutes. Aloba bongo message phare, fort, oyo azanango, et pas il y a population naye oyo, ba ponakiye azala molobeli na bango, na assemblée provinciale na biso, il y a Kinshasa, boyo kaye, azolobela bino, partout dans le monde vous nous suivez, en Amérique, en Asie, en Europe, en Océanie, et pourquoi pas en Afrique. Molobeli nabino yeyo moko ya ba jeune leader ya Massina, l'honorable, je cite, Francis Chibalabala Mukunai, le meilleur élu, j'insiste, provincial na commune ya Massina. Alors yeyo zubongo micro po ape sabino message fort et phare oyo bino banaki nyonso bozali ko lukape kozela. Yambo na roebisa be lecteur nanga que naza toujours na bango na ebisaki bango
que ngai dans la députée à vie parce que naebi que bazo continuer ko pesa nga confiance ko soutenir ngai pe dans la toujours na bango na otika bango te ba lever état d'urgence bientôt là toujours redémarrer ba activité na biso bientôt là nazo banda ba descente na nga na circonscription électorale na ngai pour na nazwa o eza ba bosenga na bango naeba ko tia yango na kati ya buku pour que la session à septembre naeba na ko présenter yango na assemblée de sorte que va trouver les bango solution to ebi que na masina toza na ba problème ya ba mai za na ba isika misusu ba mai di magate toza na problème ya insécurité yango na bengi na général na commissaire provincial à la police aeba na ko sécuriser population ya masina kuluna ekomi lokola eloko mususu ba électeur nanga bazali sou na kimia te biso ba député komito kitara to sangisara ba kuluna to conscientiser bango alors que sengeli la police za la présente vraiment nazo interpeller aeba na ko mema solution na likambo etali ba kuluna nazo féliciter pe ba électeur nanga ya mapela pona sens ya responsabilité baza nango mapela ba telemela ki ba kuluna elelo kuluna ezate na mapela nazo féliciter ba anti kuluna na musalo ba kosala ngai pe na toujours sima na bango pona ko accompagner bango na sengi pe na ba quartier nyonso ya masina ba na ko emboîter le pas na quartier Pelende na quartier mapela pour que ba kuluna ba na ko disparaître ba kuluna pe na zo ebisa bango ke bazali bandeko na biso bazali bana na biso ba tika ko tia ba parents na ba situation ya pasi batika ko nyokola population na bango ba zwa conscience que esengeli baza pe important pour na développement ya société na biso ba ebelo ko nini ya malonga ba kosala pour na épanouissement na bango pe ya commune ya Masina et na sengi pe na ba maman ba papa oyo to kanaki ko organiser ba activité notamment clôture à mois de la femme ba activité belé to sili ko sala te kasi to ebi ndenge nini to ko récupérer yango na mikolo ezoya donc ba continuer ko soutenir biso ba continuer ko soutenir mokonzi mboka et surtout biso Masina mokonzi mboka saela biso banzela mibale na programme à 100 jours ba tia biso na kati et sengeli to za la biso nyonso sima mokonzi mboka pour que toi accompagner na mandat na yeba na ko réussir et to sengi pe na ba politiciens nyonso ya Congo ba yeba na ko tia kimia biso nyonso to travailler pour l'intérêt de la population. Je crois en 2023 population va se retrouver au travers de l'action na biso a ozangate ko renouveler biso mandat parce que toye ba ko sala o ezala ki posa na ye. Donc merci mingi na journaliste na équipe nae pour na invitation na honneur au bosalinga ya ko intervenir na émission na bino et na ebi que ba téléspectateurs ba kolanda ba koyeba pe na ko encourager bino pour na musala malambo ko sala boende sengeli pour na ko informer population na biso sur makambo ekoleka na mboka makambo ezoleka na ville ya Kinshasa pe na Masina o ezali commune ebimisanga député. Merci beaucoup. C'est à nous de vous remercier, très cher vice-président de l'Assemblée provinciale, monsieur Francis Chibalabala Mukunaï, un jeune député élu, le meilleur élu député provincial de la commune de Masina. C'est un exemple à suivre et continuez, chers internautes, à soutenir la personne de M. Francis Chibalabala partout dans le monde où vous êtes. Diaspora Bosengaki, Yeyo, à lobby, Boyo Kiye, pour comprendre que c'est une tête bien faite. Donc, pour soutenir Yé, pour Batouya Boye Nembo Kazan, pour lobby Nabiso, Tozala. Ndenge tozo senga peuple azo senga kaka kolia komela kolata basoin na kelasi ya malonga. Donc nous sommes déjà presque arrivés à la fin de l'émission pour désannoncer quant à moi de vous dire déjà bonjour, bonsoir partout dans le monde où vous êtes. Donc je ne peux pas oublier les personnes qui nous soutiennent pour que bomona musala oyo professionnalisme oyo et batuana nyonso bazali sima na biso topesi bongo mbote tosala ba dédicace mais awa to sitara kaka
to cité expert Rossi Mandefu Ergozoom, chargé des relations publiques et financières. Et puis Tobo Sanité, je cite Maître Platini Mbemba, chargé juridique à Congo Sarepta TV. Docteur Junior Batuta Emporio, le grand cowboy. Tobo Sanité, je cite Docteur Didier Classe Nkiere Londala, Napen MLS. Je cite Docteur Aziz Kazouazoua Les Sages. Je cite aussi le Maître Freddy Bossomba, le futur avocat au barreau. Et je cite Monsieur Yannick Kangoudiangoudias. Et je cite aussi l'expert Dieudonné Bagaloa Bagos. Et pourquoi pas ne pas citer les docteurs Andy Bokolo, Betamax. Je cite encore Maître Chico Kwama. Je cite Tony Kabasele, le Parsec. Et je cite Maître Guigui Moulenda. Je cite Héritier Liaou. Je cite Maman Angèle Fwamba, Maman Paradis. Je cite Monsieur Jackson Punga, les conseillers. Kotisanga Nandakou ya président. Je cite le juge Amédée Mbari Lakaloume, l'incontestable, mon juge. Je cite l'architecte du cœur, Géry Tansia, et Siméon Moussi Ndondo. Alors, Tobo Sanité, Tosikosité, Abiso O, Basali, Kelelo, Tokutanana, honorable Francis Chibalabala, honorable Patrick Mouyaya. Merci beaucoup, honorable Henriette Ouamou, honorable José Moufoula, Moutoto Agoma, Batoto Agoma, Moukali calme, Josué Moufoula, Ekopale. Match eza bien. Adam Songaba ou na USA mobimana yo kilobi ba voice na bino que bosali staff déjà ya Congo Sarepta TV, bolobi bobeng sangai déconfinement total pe yango esalami. Botinda rarabiye, botinda invitation tokoya pour bo sepela na musala oyo. Api Nzaou Ndunda Galomba Ebende HN puissance. Tobo Sanité, Seigneur Mukunaï, mon ami personnel et privé. Obed Mukunaï, Isaac Mouanasuka, Jimmy Sita le cosmopolite, Chris Ambunga le génie, Francine Lissongo, et puis Bienfedi Christos le prince. Chers internautes, si vous avez aimé, donc nous sommes habillés par la boutique d'habillement Sarepta. Donc pour nous vraiment n'est lati boye, n'est honorable à lati nulle part ailleurs que dans la boutique Sarepta. À nous revoir au prochain numéro. Bye bye.